C'est le moment du dernier journal sur RTI 1. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi la réunion de plaidoyer de la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement, IDA20. La cérémonie a été marquée par la lecture de la déclaration d'Abidjan, un cadre de référence pour la priorisation des interventions du groupe de la Banque mondiale en Afrique. En marge du sommet d'Abidjan, le chef de l'État a reçu en audience plusieurs personnalités de haut rang, du Premier ministre soudanais à la ministre des Finances de l'Angola, en passant par la délégation de la Banque mondiale, conduite par son directeur des opérations. Puis à la fin du sommet des chefs d'État sur la mobilisation des ressources pour la relance des économies africaines, il s'est tenu une conférence de presse. Une rencontre conjointement animée par le Premier ministre Patrick Achi, le directeur général des opérations de la Banque mondiale et le patron de la Société financière internationale. Le sommet d'Abidjan sur la mobilisation des ressources de l'Association internationale de développement, IDA20, s'est tenu en une seule journée. Un sommet présidé par Alassane Ouattara, une rencontre à laquelle participaient une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à Abidjan. Le compte-rendu de Viviane Aïma. En sa qualité de champion, désigné par l'Union africaine pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, plan d'action pour construire une Afrique prospère et unie à l'horizon 2063, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, vient une fois de plus d'assumer pleinement la confiance placée en lui par ses pairs, en organisant ce jeudi 15 juillet ici à Abidjan, en collaboration avec la Banque mondiale, la réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, l'IDEA. 10 chefs d'État du continent ont effectué le déplacement à Abidjan, sans compter les nombreux autres chefs d'État qui ont participé aux travaux par visioconférence. Plusieurs délégations ministérielles étaient présentes. La rencontre a enregistré la présence également des hauts responsables de la Banque mondiale. L'objectif de ce sommet d'Abidjan, qui fait suite au sommet sur le financement des économies africaines tenu le 18 mai dernier à Paris, était de faire un plaidoyer auprès des donateurs internationaux afin que l'IDEA, qui est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète, soit dotée d'une surface financière conséquente d'au moins 100 milliards de dollars d'ici à la fin 2021, pour permettre à l'institution d'apporter un soutien efficace aux États africains lourdement entravés dans leurs efforts de développement par la pandémie de la Covid-19. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président et cher frère Alassane Ouattara, d'avoir pris l'initiative d'organiser avec d'aussi importants partenaires que sont la Banque mondiale et la Société financière internationale cette rencontre de haut niveau consacrée à la 20e reconstitution des ressources de l'IDA. Il me plaît à juste titre de saluer votre incontestable leadership sur toutes les questions économiques du continent et plus globalement sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Afrique dont vous êtes le champion. L'Afrique a été interrompue dans son élan par la pandémie de la Covid-19. Elle a connu la pire contre-performance jamais enregistrée au cours des dernières 25 années, avec un taux de croissance de moins 2%, une augmentation de 25 à 30 millions du nombre de chômeurs et un retour d'à peu près 40 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Si on y ajoute la forte destruction du capital humain consécutive aux fermetures des milliers d'écoles, des centres de santé et des structures de formation, les chocs sont incommensurables. Cette importante doléance des États africains trouve un écho favorable auprès de la Banque mondiale, comme l'ont affirmé le directeur des opérations de la banque, Axel Van Trotsenburg, et le directeur général de la Société financière internationale, Maktar Diop. Reste désormais à motiver les donateurs, d'où la nécessité d'élaborer un plaidoyer pour présenter les besoins
les projets et démontrer la pertinence de l'aide sollicitée. C'était là l'objectif de ce sommet d'Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara, dans son intervention, a apporté des arguments pertinents pour ce plaidoyer. Je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements à mes homologues chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement d'Abidjan pour prendre part à ce rendez-vous hautement important, organisé en collaboration avec la Banque mondiale. Cette rencontre se tient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la pandémie de Covid-19. En effet, la Covid-19 a entraîné une crise sanitaire, sociale, économique sans précédent. Elle a freiné la dynamique de croissance amorcée dans plusieurs régions du monde. Ainsi, l'Afrique subsaharienne a connu en 2020, en plus des attaques terroristes, sa contre-performance, la plus importante jamais enregistrée, alors que la reprise dans les économies avancées sera financée en grande partie par des milliers de milliards de dollars de mesures budgétaires et des politiques monétaires extraordinaires et accommodantes des banques centrales. Les pays d'Afrique subsaharienne ne disposent malheureusement pas de la même flexibilité et des mêmes instruments. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la directrice générale du Fonds monétaire international, je pense que ceci est totalement injuste, que les pays africains soient limités dans leur financement par des plafonds de déficit qui sont totalement irréalistes au regard de la lutte contre le terrorisme, de la pandémie que nous vivons. Et bien évidemment, si Axel et ses collègues arrivaient à augmenter les ressources concessionnelles, je pense qu'un autre plaidoyer que nous devrions faire, c'est de dire au Fonds monétaire international d'accepter d'augmenter les plafonds de déficit dans les pays en Afrique au sud du Sahara, comme cela a été fait pour l'Europe. Je dois dire que je suis totalement contre cette volonté de maintenir le déficit à 5 ou 6%, alors que les pays européens sont à 8 ou 9% et les États-Unis sont à 9% de déficit. Mais cela étant, le Fonds monétaire estimait le besoin de financement en Afrique subsaharienne à 285 milliards de dollars sur les prochaines années pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le dérèglement climatique et accélérer la reprise économique. La cérémonie d'ouverture a fait place à la photo de famille pour immortaliser cette importante rencontre. Les chefs d'État ont ensuite eu leur huis clos pour se concerter. Le sommet d'Abidjan a été sanctionné par une déclaration. Il s'agit d'un cadre de référence pour la priorisation des interventions du groupe de la Banque mondiale en Afrique au cours des années à venir. La déclaration d'Abidjan réitère l'appel pour un soutien accru au continent en vue de mieux se reconstruire après la crise découlant de la pandémie de Covid-19. On retrouve encore une fois Viviane Aïma. Après un huis clos de plus d'une heure, le sommet d'Abidjan sur la 20e reconstitution des ressources de l'IDEA a accouché d'une importante déclaration, dite Déclaration d'Abidjan. Le présent document, Déclaration d'Abidjan, représente le résultat de nos discussions et devrait constituer un cadre de référence pour la priorisation des interventions du groupe de la Banque mondiale au cours des années à venir. Compte tenu du besoin additionnel de financement en Afrique subsaharienne, estimé à 285 milliards sur les 5 prochaines années, notamment pour lutter contre la pandémie et le dérèglement climatique et accélérer la reprise économique, les pays africains doivent adopter une stratégie soutenable de financement de leur développement, incluant outre leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques,
la mobilisation de financements concessionnels et non concessionnels et le secteur privé. Les ressources IDA doivent nous permettre de relancer nos économies, ainsi que le processus de développement pour aider nos populations à se remettre de l'impact de la Covid-19, repenser collectivement nos approches de développement et nous concentrer sur les obstacles les plus critiques qui empêchent une reprise verte, résiliente et plus inclusive. Nous ciblons nos actions sur 3 thématiques majeures, à savoir l'amélioration du capital humain, la création d'emplois par des politiques de développement du secteur privé et la relance économique. Initiateur de cette réunion de haut niveau, le rôle est revenu au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, de conclure. À mon nom personnel et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, je lance un appel à nos partenaires afin qu'ils s'approprient cette déclaration d'Abidjan et augmentent de manière significative leur contribution au profit de l'Association internationale de développement, l'IDA, pour lutter contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. Méthode et pragmatisme ont marqué cette rencontre. Les regards sont désormais tournés vers les donateurs. Après la plaidoirie des chefs d'État auprès des principaux donateurs de l'IDA, je vous propose d'écouter ici quelques réactions recueillies à la fin des travaux. Nous avons besoin de financement de 285 milliards. Même si nous avons 100 milliards, c'est bien, mais il y a toujours un gap. Donc il faut continuer à travailler et à mobiliser des ressources. L'enjeu de la conférence que le président Alassane Ouattara a bien voulu convoquer, c'est permettre à l'Afrique, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions, de passer très rapidement à la relance. Parce que nous sommes aussi bien les autres continents, les autres grandes régions du monde sont en train de penser à la croissance après la crise. Nous sommes la seule région qui est à la traîne. Donc il faut que nous fassions un plaidoyer de façon collective, de façon à disposer des ressources bon marché, prévisibles, qui nous permettent de relancer nos économies. L'IDA est un grand partenaire des pays africains. Nous venons de sortir, si tant est que nous soyons sortis, d'une grave crise induite par la prévalence de la Covid et tous ses effets catastrophiques sur nos économies. Nous avons besoin de reconstruire nos économies dans le cadre d'une nouvelle relation à définir avec l'IDA. Dans cette crise, d'autres pays ont eu des centaines de milliards de dollars pour sortir de cette crise sans trop de casse et sont même dans leur reconstruction. Par contre, l'Afrique, n'a pas eu ces possibilités-là. Et cette injustice-là doit se réparer dans une sorte de solidarité que nous devons avoir ensemble au plan mondial. Je voudrais à cette occasion féliciter mon frère, le président Ouattara, pour l'organisation en partenariat avec la Banque mondiale de notre rencontre d'aujourd'hui. Et en profiter aussi pour lui adresser tous mes remerciements pour nous y avoir conviés. C'est un programme qui nous accompagne depuis 1963, donc ça fait plus d'un demi-siècle. Il est très important dans différents domaines. Le plus important est celui du capital humain. À l'issue des travaux du sommet d'Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok. Un entretien suivi d'un autre avec une délégation de la Banque mondiale conduite par son directeur des opérations. Alassane Ouattara s'est aussi entretenu avec plusieurs chefs de délégation, dont la ministre des Finances de l'Angola, Vera Esperança dos Santos D. À la fin des travaux de l'IDA 20, plusieurs chefs d'État et leurs délégations ont quitté Abidjan pour leurs pays respectifs, comme vous pouvez le voir sur ces images.
Au terme du sommet d'Abidjan, il s'est tenu une conférence de presse à l'hôtel Sofitel Ivoire. La rencontre a été animée par le Premier ministre et chef du gouvernement ivoirien Patrick Kachi avait à ses côtés le directeur général des opérations de la Banque mondiale et le patron de la Société financière internationale. Une conférence de presse suivie par Alexis Ouedraogo. Il aura fallu 6 semaines entre le sommet de Paris et celui de l'IDA d'Abidjan. Une rencontre pour amorcer différemment le développement du continent au lendemain de la Covid-19. Nous avons eu des gouvernements et des chefs d'État qui ont eu une vision très claire et une manière très claire d'articuler ce qu'il fallait pour leur continent. Et à la pratique, la solidarité internationale entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires devrait être l'accélérateur de la croissance économique. Il y a une solidarité internationale entre les bailleurs de fonds, mais aussi les pays bénéficiaires, et qu'on doit maintenir et remplir aussi avec substance. Substance sur le grand axe d'intervention et substance sur le volume d'appui financier. Pour le Premier ministre Patrick Kachi, ce sommet historique pose les jalons d'une relance économique efficiente. Depuis que l'IDA existe, jamais on a eu une telle implication, le leadership à un tel niveau du continent. C'est environ 23 chefs d'État de différents pays, représentants de chefs d'État qu'on a eu en présentiel et en conférence vidéo. Et c'est vraiment pour nous un très grand honneur. Mais je crois qu'on est surtout extrêmement heureux de voir les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Le plaidoyer pour un soutien accru de l'institution aux pays africains a été porté par les chefs d'État. Notons que l'actuelle reconstitution de l'IDA devrait couvrir la période 2022-2025. Et on ouvre maintenant l'actualité politique nationale, notamment avec l'élection sénatoriale partielle qui se tiendra le 31 juillet prochain. Sur le sujet, je vous propose d'écouter le communiqué de la Commission électorale indépendante. Il est lu par Didier Nguesson. La Commission électorale indépendante, CEI, informe la communauté nationale, les partis et groupements politiques, les candidats à la candidature aux élections partielles des sénateurs du 31 juillet 2021 dans les régions du Boukani, du Gontougou, des Grands Ponts, du Kabadougou et de la Nawa, que la liste définitive des candidats retenus a été arrêtée. Elle sera affichée le 16 juillet 2021, conformément à l'article 122 du Code électoral, au siège de la CEI, 6 à Abidjan, Cocody 2 Plateau, résidence Angoua, est disponible sur www.cei.ci. Par ailleurs, conformément à l'article 111 du Code électoral, la liste actualisée des électeurs devant prendre part à ces élections sénatoriales partielles sera affichée également au siège central de la CEI à Abidjan et au siège des commissions électorales régionales concernées et sera disponible sur www.cei.ci. La commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour la réussite de ces partielles. Fait à Abidjan le 15 juillet 2021, le premier secrétaire permanent adjoint porte-parole de la CEI, Émile Ebrotier. Place à présent au dossier politique de la rédaction de RTI 1. On connaissait déjà les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Il faudra désormais compter avec 12 nouveaux districts autonomes récemment créés par le gouvernement. Le découpage territorial était déjà prévu par une loi datant du 5 août 2014. Un découpage qui englobe les 31 régions du pays. Mais quel sera l'apport des districts autonomes sur le développement de nos villes et de nos régions? Y aura-t-il un conflit de compétences entre les nouveaux districts et les collectivités déjà existantes? Des questions auxquelles tente de répondre ce dossier politique réalisé par Mahama Traoré. La fonction de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begermambé l'occupe depuis 2011. À ce titre, il a piloté et réalisé plusieurs projets de développement au profit des populations. Dernière en date, cette convention signée avec un groupe français pour la construction de logements sociaux à coût accessible. Le logement qui sera offert va comporter la télévision, le salon, le frigo, tout ce dont les Ivoiriens ont besoin pour se sentir à l'aise. Tout cela sera dans le logement et ce sont les groupes
liés au groupe leader et qui sont aussi partenaires qui vont apporter ces équipements de sorte à ce que les coûts soient les plus bas possibles. Augustin Thiam joue ce même rôle d'agent de développement local pour le compte du district autonome de Yamoussoukro, la capitale politique dont il est le ministre-gouverneur. Depuis le mois de mai 2011 à ce jour, ce sont 95 projets qui ont été totalement réalisés, totalement livrés aux populations. Mais combien d'Ivoiriens le savent? Pour eux, le gouverneur ne fait rien. Ce sentiment de scepticisme s'est encore renforcé récemment avec la création de 12 nouveaux districts autonomes et de la nomination par le président de la République de leur premier responsable. Ces 12 nouvelles entités regroupent l'ensemble des 31 régions du pays. Dans les rues d'Abidjan, les populations ont un avis partagé sur le sujet. Nous voulons tous le développement chez nous aussi. Ça peut envoyer le développement dans nos différentes régions. Ça nous fera plaisir parce que les conseils régionaux n'ont pas répondu à notre attente. Du moment où la population augmente au fil du temps, il faut encore des grands atterris, comme on le dit, pour pouvoir subvenir aux besoins de cette population-là. Pour ma part, j'aurais préféré qu'on ne crée pas autant de districts, puisqu'on a déjà des maires et des conseillers régionaux. Du côté de l'opposition, le PDCI RDA, par voie de communiqué, conteste cette décision de création des districts autonomes. Quelle nouvelle charge encore exorbitante et improductive va-t-on, une fois de plus, infliger aux contribuables avec cette juxtaposition injustifiée de missions décentralisées, pendant que l'État a d'énormes difficultés à faire face aux charges de fonctionnement et d'investissement des nombreuses structures existantes que sont les conseils régionaux et les mairies? Et pourtant, la création des districts autonomes est prévue par la loi numéro 2014-452 du 5 août 2014. Selon cette loi, le district autonome est régi par les règles de la décentralisation et de la déconcentration. À cet effet, il est entre autres chargé de coordonner, de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes et projets et de toutes actions telles qu'adoptées par le gouvernement, ou encore de faire approuver par le gouvernement le projet de schéma directeur. C'est essentiellement une mission de développement, un soldat de développement sur la première ligne. Nous allons donc pouvoir être sur place, relever tout ce qui n'a pas pu être fait pour l'amélioration, n'est-ce pas, des différentes régions et plus particulièrement les districts. Nous devons connaître les préoccupations de la base et nous devons connaître les capacités du sommet pour que les deux se marient et qu'on apporte des réponses concrètes. Lors d'une conférence publique prononcée récemment à Bongouanou, capitale de la région du Moronou, le directeur général de la décentralisation fait des précisions sur les attributions dévolues à chaque entité. Les compétences sont partagées. Si on vous dit l'école primaire doit être construite par la commune, ça ne sert à rien que la commune aille construire le collège. Si on dit le collège ou le lycée ou l'hôpital général va être construit par le conseil régional, mais pourquoi le conseil régional va aller construire la maternelle qui est du domaine de la commune? C'est pas que c'est compliqué dans ça. Si on dit le district autonome, comme c'est une entité relativement relevée, son rôle, c'est de construire des infrastructures d'intérêt interrégional. C'est-à-dire, si on a construit l'université dans le district de la Congo, mais qu'est-ce que la région va acheter là-bas? Au plus haut niveau de l'exécutif, on entend vouloir donner une nouvelle impulsion au processus de développement local avec la création des districts autonomes. Cette aspiration nourrit les attentes des autres collectivités décentralisées que sont les mairies et les conseils régionaux. Mes attentes sont simples, que la décentralisation soit appuyée, que les populations soient mieux assistées, que nous puissions donc harmoniser le développement en construisant partout sur le territoire des infrastructures de développement, en permettant aux hommes et aux femmes, surtout aux jeunes, de mener des activités génératrices de revenus qui les fixent sur place. Il ne doit pas avoir de conflit de compétences, bien au contraire, il doit avoir une complémentarité à l'effet d'apporter une solution aux difficultés des populations et contribuer sincèrement au bien-être des populations. Il faudra à terme que l'Ivoirien de Korogo puisse vivre toute sa vie à Korogo dans les conditions matérielles optimales
de santé, de sécurité, d'éducation, de travail, et qu'il n'ait pas besoin de venir à Abidjan pour vivre sa vie. Le Sénat sera saisi en premier ressort quand il s'agira de légiférer sur l'action des districts autonomes. Cette chambre parlementaire aux prérogatives dévolues aux collectivités décentralisées voit d'un bon œil la création des districts autonomes. À l'épreuve du fonctionnement des districts, les sénateurs peuvent organiser des séances d'information, comme cela se fait déjà sur d'autres thématiques, et éventuellement adresser des questions écrites, des questions orales au gouvernement pour, in fine, adresser une fois de plus des recommandations et plus globalement contribuer efficacement à l'amélioration, au renforcement de la politique de décentralisation dans notre pays. Les 12 nouveaux ministres gouverneurs nouvellement nommés attendent encore leur feuille de route avant d'investir le terrain. Leurs administrés, eux, s'impatientent de voir leurs conditions de vie s'améliorer davantage. La tâche s'annonce alors immense pour les districts autonomes. District autonome, quelle contribution au développement local? Un dossier de Mahama Traoré à revoir sur RTI 1. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 15 juillet. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 15 juillet 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2906 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 15 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 48 999 cas confirmés, dont 48 350 personnes guéries, 319 décès et 340 cas actifs. Le nombre d'échantillons est de 743 705. Le 14 juillet, 8 125 doses de vaccin contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 874 736 doses. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Autre chose à présent, la Société ivoirienne de télédiffusion recevait une délégation de la Société malienne de transmission et de diffusion. Les deux entités ont échangé et partagé des expériences dans le domaine de la TNT, la télévision numérique terrestre. Le reportage de Dianaba Bini avec le commentaire de Didier Enguessan. La télévision numérique terrestre TNT est au centre des échanges entre la Société ivoirienne de télédiffusion IDT et la Société malienne de transmission et de diffusion. La délégation malienne vient s'enquérir de l'expérience ivoirienne sur le basculement de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre pour lequel l'IDT éteint progressivement le signal analogique des antennes relais sur le territoire ivoirien. L'IDT est déjà très avancé dans le déploiement de la TNT. Donc cela nous inspire, raison pour laquelle au Mali on a décidé de venir nous inspirer des pratiques de l'IDT pour pouvoir assurer le déploiement de la TNT chez nous. Cette rencontre permet aux Maliens de partager l'expérience ivoirienne et de s'inspirer des orientations stratégiques pour la mise en œuvre d'une politique réussie de sensibilisation des populations maliennes. La Côte d'Ivoire, par le déploiement de la TNT, est très avancée. Nous déployons ces réseaux vraiment avec beaucoup de qualité. Ça me fait plaisir de voir donc, des pays qui doivent s'inspirer de ce travail de qualité. Cette visite de 3 jours permettra aux deux sociétés d'entrevoir des opportunités de collaboration. Un mot d'éducation présent avec cette journée de célébration de l'excellence à l'inspection de l'enseignement primaire de Ouangoulo-Dougou. Il s'agissait de la 6e édition du genre, une édition au cours de laquelle les meilleurs écoliers, enseignants et partenaires locaux du système éducatif du département de Ouangoulo-Dougou ont été récompensés. La correspondance de Kader Sogodogo. Une journée pour honorer les meilleurs acteurs de l'école du département de Ouangoulo-Dougou. Une initiative pour pallier à toutes les difficultés et fédérer les énergies pour un développement socio-éducatif dans le département. Les 5 premiers de chaque niveau, du CP1 au CM2, les meilleurs enseignants ont reçu chacun des kits scolaires et des ordinateurs. En plus des dons, des prix spéciaux ont été décernés aux lauréats. Susciter le goût du travail chez les apprenants. Exhorter les enseignants et le personnel administratif à une prise de conscience professionnelle, sensibiliser les parents à s'impliquer dans l'encadrement de leurs enfants
et enfin mobiliser les acteurs et partenaires autour des questions de l'école. Pour le député de Wongolo-Dougou, cette journée qui vise à susciter et à encourager le goût de l'effort doit être encouragée. Félicitations à vous pour le travail abattu durant l'année scolaire. Soyez des modèles, que ces prix ne soient pas le dernier de votre parcours scolaire. Désormais, vous devez vous mettre au travail afin d'être les meilleurs partout où vous vous trouverez. C'est sous une note de gaieté que organisateurs, parents d'élèves, élèves et invités se sont séparés. Et ce fait de société, le 14 juillet, un accident sur la voie publique au niveau de l'autoroute du Nord, précisément au PK 105, a fait 57 victimes, dont 23 morts. C'est une collision frontale impliquant un minibus en partance pour Issia et un car en provenance de Korogo. Le minibus aurait fait une sortie de route suite à une crevaison. Les premiers blessés ont été transférés aux alentours de 20h à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, une localité située à une dizaine de kilomètres de Ndoussi dans le département de Tiasalé. Informé de ce triste événement, le président de la République Alassane Ouattara a aussitôt instruit le gouvernement pour un suivi de la situation. À cet effet, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonte Dogo, au nom du gouvernement, s'est rendue ce jeudi au chevet des blessés, des infortunés auxquels elle a traduit la compassion de l'État et les condoléances aux parents des personnes décédées dans cet accident. Hospitalisés à Saint-Jean-Baptiste, au moins 4 enfants demeurent à présent sans parents à leur côté. Le compte-rendu complet de la situation avec Walter Amadou Ouattara dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous rappelle la principale information de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 15 juillet 2021 au Sofitel Abidjan, au Côte d'Ivoire, la cérémonie de clôture de la réunion de plaidoyer de la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, IDAVAN. La cérémonie a été marquée par la lecture de la déclaration d'Abidjan, un cadre de référence pour la priorisation des interventions du groupe de la Banque mondiale en Afrique au cours des années à venir. La déclaration d'Abidjan réitère l'appel pour un soutien accru au continent en vue de mieux se reconstruire après la crise découlant de la pandémie de Covid-19. Elle exhorte les donateurs de l'IDA à soutenir une reconstitution ambitieuse et importante des ressources de l'IDAVAN pour une mobilisation d'au moins 100 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2021 afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la dite déclaration. Ce journal est terminé. Je vous remercie de votre aimable attention. Demain matin, l'info revient à 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir et que la paix soit chez vous.